Donc, qualité de vie en cardiologie pédiatrique et congénitale, c'est un sujet qui est devenu vraiment essentiel maintenant dans les soins et dans la recherche, tout simplement parce que la survie en cardiologie pédiatrique et congénitale, elle est devenue plutôt bonne, voire très bonne dans certaines pathologies, avec des taux de survie après la chirurgie qui, à part pour le ventricule unique, dépassent les 90%, et des taux de survie à 30 ans qui, à part pour les ventricules uniques, dépassent également les 90%. Et donc, on est dans une génération de patients aujourd'hui sur lesquels on va s'intéresser à ce qu'on appelle les patient reported outcomes, dont fait partie de la qualité de vie, mais pas que. Il y a, vous verrez, des évaluations de ces patients en termes d'emploi, de scolarité, de niveau d'études, d'autonomie, de capacité à faire de l'activité physique, de capacité à avoir un bon développement neurologique. Et donc, on est dans une spécialité aujourd'hui qui ne s'occupe plus que de la survie, mais de la qualité de vie. Et donc, la pathologie qui nous a fait le plus avancer en recherche sur le domaine de la qualité de vie, c'est l'hypoplasie du cœur gauche, qui est une pathologie qui suscite beaucoup de débats éthiques. C'est la cardiopathie congénitale la plus grave, avec 3 options de prise en charge: l'interruption médicale de grossesse, l'accompagnement palliatif à la naissance, ou la chirurgie de Norwood, qui reste une chirurgie palliative, avec, dans les meilleurs centres quand même, des survies qui sont correctes. Et donc, il va falloir aider les patients à choisir une de ces 3 stratégies. Et souvent, les questions qui vont se tourner autour de cette décision de choix stratégique vont être des questions qui vont être d'ordre essentiellement éthique et beaucoup liées au pronostic neurodéveloppemental ou à la qualité de vie. Et donc, vous voyez que dans cet essai clinique qui s'appelle Single Ventricle Reconstruction, qui est le seul essai randomisé contrôlé sur les ventricules uniques publié, qui a été publié il y a une dizaine d'années, ils suivent cette cohorte depuis. La question initiale n'était pas de savoir quelle était la qualité de vie ou le neurodéveloppement. La question initiale était: est-ce que le tube de Sano est mieux ou moins bien que le tube de Blalock dans le Norwood Blalock versus Norwood Sano? C'était ça la question de la randomisation. L'essai clinique est négatif, c'est la même chose. Sano, Blalock, c'est pareil en termes de résultats de mortalité. Mais par contre, on a derrière plein de données dans nos critères de jugement secondaire qui sont le neurodéveloppement, la qualité de vie, etc. Il y a un enfant sur 2 qui présente une altération dans des domaines de communication, de motricité, de résolution de problèmes, d'interaction sociale. Un enfant sur 3 qui présente des anomalies du comportement, à risque ou franchement anormal. Finalement, pendant très longtemps, par bienveillance, on disait aux parents: mais traitez votre enfant normalement, il a été opéré, voilà. C'était peut-être pas le bon conseil. Et souvent, la décision de s'engager dans le programme de Norwood, j'ai fait exprès de prendre le Norwood, mais c'est pour un peu caricaturer mon propos, dépend essentiellement de l'avis des parents. Et quand les psychologues publient les entretiens qu'ils font avec ses parents, ils publient les inquiétudes réalistes qu'il va y avoir du parent sur l'état de leur enfant, que ce soit la croissance, le retard des acquisitions, et l'attitude parfois banalisante ou rassurante des cardiopédiatres. Et donc, les conseils médicaux de les considérer comme des enfants normaux est un mauvais conseil qui entraîne un retard à la prise en charge spécifique de ces problèmes développementaux. Donc, c'est un exemple, pour rentrer dans le vif du sujet, qui est que maintenant, quand on est cardiopédiatre moderne, on est obligé de s'entourer de professionnels, par exemple, du neurodéveloppement. Et donc, il y a, Johanna Calderon vous le montrera, des pathologies particulièrement à risque neurodéveloppemental, telles que la chirurgie cardiaque dans les premiers mois, cyanogène, l'arrêt cardiaque, la durée d'hospitalisation prolongée, etc. Et donc, ce sont nos patients, pour parler du pronostic neurodéveloppemental qui impacte beaucoup la qualité de vie. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont un quotient intellectuel normal, mais par exemple des troubles qui sont des handicaps un peu invisibles, qui s'appellent les troubles des fonctions exécutives. Les troubles des fonctions exécutives, c'est la capacité à s'adapter à des situations nouvelles, non routinières. Et ça, pour ceux qui suivent des patients avec des cardiopathies congénitales, c'est quelque chose que vous pouvez percevoir. Et encore une fois, vous aurez sur le cours sur le neurodéveloppement plus de détails là-dessus. Et donc, pour améliorer la qualité de vie de ces patients qui peuvent avoir un pronostic neurodéveloppemental à risque, il faut savoir quoi dire dès la période prénatale. Et donc, aujourd'hui, les cardiologues fétalistes doivent aborder le pronostic neurodéveloppemental et toutes ces considérations éthiques. Mais ça veut dire qu'il faut quand même former les cardiopédiatres à ce sujet-là, qui n'est pas simple.
Et on manque parfois de ressources. Tout le monde n'a pas des neuropsychologues comme dans les centres qui font de la recherche sur le sujet. Euh, Actuellement en France, des cliniques neurocardio avec des neuropsychologues qui font du dépistage. Vous avez Marseille, Nantes et Bordeaux. Et donc, il faut aller plus loin. Il faut que ces cliniques neurocardio se développent sur tout le territoire. Les solutions, c'est améliorer la qualité de vie par des protocoles de recherche un peu novateurs. Et puis, s'aider de ce qui marche, les réseaux périnataux et les plateformes de coordination et d'orientation des patients. Et donc, quand on regarde ce qui se passe après dans le monde en termes de qualité de vie, et en particulier chez l'adulte, on s'aperçoit que, par exemple, en France, dans cette étude qui commence à dater maintenant, 2018, les Français avec des cardiopathies congénitales avaient des niveaux de qualité de vie qui étaient plutôt dans le rouge que dans le vert. Et donc ça, c'est juste pour vous illustrer que c'est pas parce que on a une cardiopathie congénitale en France qu'on a une mauvaise qualité de vie uniquement parce qu'on a une cardiopathie congénitale, mais parfois, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au lien qu'il va y avoir entre qualité de vie et sévérité de la maladie. Parfois, il y a d'autres paramètres que la sévérité de la maladie qui rentrent en compte. Il y a des pays comme l'Australie où les congénitaux adultes ont une meilleure qualité de vie que nous, aussi pour d'autres raisons qui sont indirectes, qui sont que c'est par exemple un pays qui fait la promotion de l'activité physique depuis très très tôt, y compris chez des adolescents qui ont des cardiopathies, parce que dans la société, il y a une promotion de l'activité physique. Et donc, en fait, dans le questionnaire de qualité de vie, il y a une énorme prépondérance de l'aspect santé physique et activité physique, etc. Et donc, parfois, ça n'est pas parce que les chirurgiens australiens opèrent mieux que les chirurgiens français, mais simplement parce que la société dans laquelle on vit, de base, a une meilleure qualité de vie qu'une autre société. Et donc, vous voyez que la qualité de vie, elle est déterminée par des choses qui sont très médicales, mais aussi par des choses qui ne sont absolument pas médicales. Donc, évidemment, en cardiologie, on le disait tout à l'heure, la qualité de vie est très liée statistiquement à la NYHA. Toutes les études le montrent, que ce soit la cardiologie adulte non congénitale, la cardiologie adulte congénitale et la cardiologie pédiatrique. C'est un déterminant majeur de la qualité de vie, c'est le degré de classe fonctionnelle NYHA, ou ROS chez le plus petit. Donc, évidemment, les médicaments, évidemment, la consommation maximale en oxygène, la VO2, qui en cardiologie est systématiquement, encore une fois, ça sort de la cardiologie pédiatrique. Toute la cardiologie démontre que la VO2 max est un déterminant de la qualité de vie majeure. Et dans les cardiopathies congénitales, évidemment, la sévérité de la maladie. Mais il y a des choses qui ne sont pas liées à la maladie, en bleu, la sexualité, la spiritualité, la religion, le revenu, l'âge, le sexe, la famille. Le sexe est un paramètre discriminant de qualité de vie. Les filles, les femmes ont une qualité de vie moins bonne que les hommes en population générale. Les femmes, les jeunes filles avec cardiopathie congénitale ont une qualité de vie moins bonne que les garçons et ont une baisse de leur qualité de vie plus rapide que celle des garçons avec le temps. Et donc, il faut travailler là-dessus. Il ne faut pas accepter ça comme ça. Il faut savoir pourquoi. Et donc, c'est un des axes de recherche qu'on va développer dans l'équipe pour essayer de, en particulier dans notre thématique, de promouvoir l'activité physique chez les filles pour éviter le syndrome du banc de touche qui peut y avoir encore plus chez les femmes que chez les hommes dans le domaine de la cardiopédiatrie. Donc, vous voyez ici que ces patients peuvent s'adapter à leur cardiopathie. C'est ce qu'on appelle le coping, ça veut dire faire avec. Et ça, c'est très intéressant parce que les cardiopathies congénitales, ils naissent avec et ils font partie des quelques situations de la médecine pédiatrique, de maladies chroniques, où le malade, il met en action des phénomènes de paradoxe, c'est-à-dire qu'on peut avoir une maladie très grave et finalement arriver à des niveaux de qualité de vie qui sont corrects. Moi, j'appelle ça la résilience, mais les psychologues chercheurs appellent ça le complexe de disability paradox ou le coping, qui veut dire faire avec. Le responsive, c'est-à-dire que vous avez un problème, vous ne pouvez pas, à cause de votre ventricule unique, faire STAPS et du foot, mais vous allez devenir champion d'Europe de tir à l'arc. Vous êtes un champion dans votre tête. Moi, j'ai un patient comme ça. Vous êtes un champion dans l'âme, vous avez envie d'être, vous êtes un compétiteur. Mais bon, vous avez un ventricule unique. Et vous êtes greffier cardiaque. Et donc, non, vous n'y arriverez pas. Vous avez une VO2 max à 70%. Au foot, vous n'y arriverez pas.
Et vous y arriverez au début, puis après, au bout d'un moment, vous n'y arriverez plus. Et donc, vous n'allez pas lâcher et vous allez décider d'être compétiteur, mais dans une autre compétition. Et vous serez champion d'Europe ou de France de tir à l'arc. Ou vous êtes Shaun White et vous avez une tétralogie de Fallot, vous avez 21 ans, vous avez eu le Blalock, vous avez la cure complète, vous avez la revalvulation, et ben vous êtes champion olympique de halfpipe des derniers Jeux olympiques d'hiver. Voilà. Ça, ce sont des gens qui, statistiquement, nos congénitaux ont plus de capacité à faire ce phénomène de coping par rapport à leur handicap ou leur maladie de fond. Qu'est-ce qui détermine la qualité de vie? On a dit les médicaments. Évidemment, plus on a de médicaments, plus on est malade, moins on a une bonne qualité de vie. La sexualité, 25% de troubles sexuels chez les adultes avec cardiopathie congénitale, souvent un sujet que les cardio-congénitalistes abordent peu, alors que les cardiologues adultes dans l'insuffisance cardiaque, c'est des sujets qu'ils abordent. Donc là aussi, pour vous, certains d'entre vous sont des pédiatres et voient des adultes. Il faut savoir aborder ces sujets-là. La spiritualité et la religion, qui est aussi un facteur protecteur dans les études mondiales qui ont évalué les différents niveaux de spiritualité et de religion, ça peut être un élément qui améliore la qualité de vie. Les revenus, ça n'a rien à voir avec la cardiopathie congénitale. Quand on est dans un pays riche, on a une meilleure qualité de vie que quand on est un pays pauvre ou quand on est dans un pays en guerre. Le sexe, on en a déjà parlé. La différence liée au sexe, elle va disparaître quand on a une pathologie très grave. Quand on a une maladie très grave, il n'y a plus de différence entre hommes et femmes. Et ça baisse avec le temps. C'est-à-dire que les enfants ont une meilleure qualité de vie que les adolescents, qui ont une meilleure qualité de vie que les jeunes adultes, qui ont une meilleure qualité de vie que les adultes, dans les questionnaires. Fratrie, anxiété, dépression, deuil, tout ça sont des déterminants de la qualité de vie. Et la VO2, je termine là-dessus, c'est un critère majeur qui détermine la qualité de vie de nos patients. Et donc, vous voyez, Shaun White, qui est au milieu et qui a gagné les Jeux olympiques. Et donc, pendant très longtemps, on interdisait les sports de compétition à un jeune qui avait été opéré d'une cardiopathie congénitale. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les dernières recommandations parlent de décision partagée. Mais on en parlera un peu sur le cours sur test d'effort plus tard. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je vous donne comme information? C'est qu'aujourd'hui, sur nos propres travaux français, on a donc été dans des écoles et des crèches et des lycées pendant 10 ans pour récolter les niveaux de qualité de vie des Français, donc de 2 à 18 ans. Donc on a une population contrôle et on compare nos congénitaux à ces populations contrôle, à parier sur le sexe et l'âge. Donc 5-7 ans, tout va bien. Ils ont, vous regardez au milieu, une qualité de vie identique à la population générale. C'est superposé. Hein. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, quand même. Donc, vous avez le droit de dire aujourd'hui, statistiquement, si on vous pose la question, un enfant, aujourd'hui petit, a une qualité de vie exactement identique à la population générale. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. Parce que regardez les chiffres, je ne les connais plus par cœur. L'araignée, là, elle vous montre que, par exemple, pour la dimension psychosociale, on est à entre 65 et 70 sur 100. On est des deux côtés. Hein. Alors que pour la dimension physique, on est près de 80 sur 100. Et que le score total, on est à 75. Voilà, 75, je ne sais pas si c'est bien, pas bien. En tout cas, ce n'est pas normal. Ils n'ont pas 100 sur 100 de qualité de vie. C'est sur 100 le score. OK ? Après, on regarde les ados. Les ados, ça décroche un peu. Vous voyez, pas tout à fait pareil. Et donc, les ados, il y a des différences là où il y a des petites étoiles statistiques. Le bien-être physique, il est plus bas que le bien-être physique des adolescents contrôle. Pas beaucoup. Hein. Là, c'est un autre scoring, c'est pas sur 100 là. Et donc, ils sont à 45 et quelques alors qu'ils sont à 50 dans la population contrôle. Ensuite, tout ce qui est psychologique, humeur, émotion, perception de soi, ça va bien. Autonomie, bim, à nouveau une différence. Ressources financières, alors ça, c'est intéressant. Là, on s'est demandé, mais pourquoi les ressources financières sont plus basses alors que les cardiopathies congénitales touchent tout le monde? En fait, on est allé creuser
c'est pas le fait que c'était des questions qui étaient est-ce que vos parents vous donnent de l'argent de poche pour aller au cinéma? Et donc, on interprète le non comme bah non, j'ai pas d'argent de poche, donc j'ai des ressources financières mauvaises. En fait, on interprète mal le questionnaire. Les parents, parce qu'on a mis une psy qui est allée creuser, les parents qui ne donnent pas d'argent de poche, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de promouvoir l'autonomie de leur adolescent. C'est intéressant quand même. Ils ont peur, ils ont une angoisse. C'est des statistiques, hein. Et donc, ça fait partie de l'autonomie en fait. L'environnement social et les amis, la même chose. C'est pas du tout que ils ont pas de copains. C'est que bah non, tu vas pas aller à l'anniversaire chez ton copain, il y a une piscine, j'ai pas envie que tu nages, tu peux faire un malaise dans l'eau. Donc non, tu iras pas à l'anniversaire. C'est non, non, on va faire autre chose en famille. Il y a une surprotection des parents. L'environnement scolaire, ça va, et le harcèlement, le bullying, qui est un critère qui est évalué dans certaines échelles de qualité de vie, pas toutes, étaient identiques. Donc ça, c'est intéressant puisqu'il y a beaucoup de littérature qui montre qu'un enfant qui a une maladie peut être harcelé à l'école. Alors ça, c'est les questionnaires remplis par les ados eux-mêmes. Maintenant, je vais vous montrer les questionnaires remplis par les parents quand ils parlent de leurs ados, sans avoir vu les résultats. Donc regardez, bim. Alors après, on se dit, mais qui a raison? Là, par contre, c'est très intéressant. Les parents, pour eux, tout va moins bien, sauf une dimension, autonomie et relation aux parents. J'adore cette étude. Mais sinon, bien-être physique moins bon, bien-être psychologique moins bon, environnement social et amis moins bon, environnement scolaire moins bon. Qu'est-ce qu'on a fait à votre avis? On s'est dit, bon, qui a raison? Et on a essayé de trouver un critère de jugement qui reflétait le mieux la qualité de vie et qu'on pouvait corréler, mais qui n'a rien à voir avec un questionnaire, qu'on pouvait corréler statistiquement à ces chiffres. Bon, vous aurez bien compris, j'ai pris la VO2. C'est pas encore une fois, la VO2, c'est génial, mais ça prend pas le social, l'autonomie et tout. Mais je me suis dit, quitte à prendre un truc, je prends le truc fiable et on pourra pas tricher. C'est une VO2 max, on connaîtra pas les résultats des questionnaires et on fera des coefficients de corrélation. Et donc, on a regardé le coefficient de corrélation du père qui juge l'enfant, de la mère qui juge l'enfant et de l'enfant qui juge lui-même. Quel est le meilleur R carré, à votre avis? Hein? La mère. Et voilà. Donc, ça, c'est des statistiques. Et puis vraiment, il n'y a pas de doute. C'est les statistiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une société, aujourd'hui, après c'est 2000, la publi elle commence à vieillir, là, 2016. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui. En 2016, c'était une publi franco-belge entre la France et la Belgique sur une échelle de 200 patients. C'est pas tant que ça, mais quand même. À l'époque, la mère était celle qui venait le plus avec son ado et celle qui connaissait le mieux l'aptitude physique sur un questionnaire de son ado. C'est juste ça que ça dit, en fait. C'est tout ce que ça dit. Ça ne veut pas dire que j'ai tort ou j'ai raison. Finalement, si l'ado lui-même, il se juge moins autonome, il faut quand même le prendre en compte. OK? Mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant et je me suis amusé à faire ça plusieurs fois. Et il n'y a qu'une pathologie où la corrélation, elle est identique père et mère, c'est dans la surveillance des anticoagulants. Alors après, on continue, ils vieillissent ces patients, et là, on s'est dit, on va regarder les adultes avec une situation la plus grave qui existe, l'HTAP plus une cardiopathie congénitale. Et on a regardé leur niveau de qualité de vie sur études nationales, donc tous les centres de compétences HTAP et M3C de France. Et on s'est aperçu, donc vous regardez, on a donné le SF36, qui est un questionnaire classique de qualité de vie de l'adulte, que à gauche, la qualité de vie en domaine physique, elle est abaissée, mais que par contre, le domaine mental, la deuxième colonne en noir, elle est assez proche de la population contrôle, et en tout cas, elle est nettement meilleure que la partie physique du questionnaire. Là aussi, peut-être que dans une maladie grave, on rentre dans ce qu'on appelle ces phénomènes de résilience, de coping, etc. Et donc, on a stratifié sur la NYHA. Malheureusement, on n'avait pas, sur les 200 patients inclus, on n'avait pas 200 VO2. J'aurais bien aimé, mais on en avait. Tout le monde à l'époque ne faisait pas des VO2 dans les cardiopathies congénitales de l'adulte avec HTAP. Et donc, on n'a pas réussi à corréler ça à la VO2, mais on l'a corrélé de manière très nette à la NYHA. Donc, vous voyez à gauche, regardez juste le graphe de gauche,
vous voyez que plus la NYHA s'aggrave, plus la dimension physique de la qualité de vie baisse. Vous voyez, hein, ça fait un escalier, hein, c'est très net. Elle est là, la corrélation entre qualité de vie et NYHA dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est peut-être ça, panorama. C'est simplement ça, OK? Par contre, regardez la deuxième colonne, qui est la composante mentale. Regardez pas tous les sous-scores, ça sert à rien, vous regardez juste les deux premiers. Le premier, ça diminue avec la NYHA. Le deuxième, ça diminue un peu. Et la dernière colonne où ils sont en YHA 4 avec une H-TAP, imaginez l'état clinique du malade. Et bien là, la dimension mentale, elle remonte. Et donc, on a essayé de regarder. Ce sont des patients qui rentrent dans un système de prise en charge psychologique, de prise en charge de soins palliatifs, de prise en charge sociale. Et finalement, leur dimension mentale s'en trouve améliorée. Ce qui est quand même plutôt positif. Plus récemment, donc je vous ai mis cet article sur le Drive. On vient de publier ça il y a quelques semaines dans le JACC. Pas facile de publier dans le JACC quand on fait de la cardiologie congénitale. Hein. C'est une étude internationale sur 11 pays qui s'appelle Approach, pour tous ceux qui aiment les patient reported outcomes dans notre spécialité. Et donc, la France a été un des pays qui a le plus inclus dans cette étude avec Montpellier, Paris, Bordeaux. Et on a regardé les patients de plus de 40 ans, donc on en a 814. Et donc, c'est pas une étude de qualité de vie, mais ça s'en rapproche un peu. C'est une étude qui a regardé les notions qui sont très à la mode de frailty, c'est la fragilité qu'il peut y avoir dans les maladies chroniques. C'est très à la mode dans l'insuffisance cardiaque de l'adulte. Et en fait, on ne fait que s'inspirer de l'insuffisance cardiaque de l'adulte. D'ailleurs, pour ceux qui sont pédiatres ici, vraiment allez dans les services d'insuffisance cardiaque de l'adulte. C'est peut-être le service qui va le mieux vous former à cette médecine-là, je trouve, à la fois en échographie, en VO2, en essais cliniques, et en beaux essais cliniques, en télécardio, en téléréhabilitation, en tout. En médecine interne de la cardiologie, je pense que c'est les services les plus rentables pour votre formation. Et donc, vous regardez leur littérature et eux, ils ne parlent que de frailty. Donc, on a voulu faire pareil. Donc, on a donné des questionnaires de fragilité à ces patients. Et on en a profité aussi pour commencer sur la pointe des pieds à regarder la fonction neurocognitive. Puisque vous avez vu que le neurodéveloppement, c'est un grand boom de la pédiatrie. C'est le sujet numéro 1, mais on laisse de côté les adultes avec cardiopathie congénitale. Pour ceux que ça intéresse, c'est un axe qu'on veut développer absolument avec Johanna Calderon. Et donc, l'équipe de Philippe Moons, qui a mené cette étude, a donné aussi des questionnaires neurocognitifs à ces patients qu'ils appellent middle age and older adults. Donc, c'est les plus de 40 ans. Donc, on est middle age quand on a plus de 40 ans. Et donc, lisez le papier, il est vraiment super. Il nous apprend plein de choses. Je vous ai mis la conclusion en français. Environ la moitié des patients inclus étaient pré-fragiles et plus d'un tiers présentaient des troubles cognitifs. La fragilité et le dysfonctionnement cognitif étaient présents dans les cardiopathies légères. C'est encore un leurre que, en cardiopédiatrie, on pense que la CIV est fermée, la coarctation, ça, on pense que tout va bien. Pas du tout. Ils ont des facteurs de risque cardiovasculaire majeurs. Ils font entre 2 à 6 fois plus d'infarctus que les autres CIV corrigés. Hein. Ils ont plus de sédentarité, d'HTA, de diabète, etc. Et là, on voit dans cette étude que même des cardiopathies modérées ont des problèmes de frailty et de cognitive function. Et donc, c'est pas que les sévères. Donc, le papier conclut que l'évaluation systématique de cette fragilité et de cette cognition pourrait fournir des informations précieuses sur cette population vieillissante. Ça veut dire on a ouvert le bal. Maintenant, c'est que des petits questionnaires. Pour ceux que ça intéresse, en tout cas, je pense qu'il y a un axe de recherche sur l'insuffisance cardiaque et tous ces outcomes de l'adulte congénital qui sont vraiment très intéressants et qui vont nous permettre d'avancer. Donc, pour améliorer la qualité de vie, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait évidemment, vous avez bien compris, des essais cliniques qui ont pour but de les améliorer. Et donc, on a, je vous en parlerai plus dans les détails sur le cours sur la VO2, mis en place un programme préventif sur la réadaptation chez ces patients, les ados et les jeunes adultes, qui est un programme qu'on a créé avant le Covid, où le mot téléconsultation hybride et visio étaient des gros mots, hein, quand même. Et donc, vous voyez, là aujourd'hui, ça vous paraît complètement normal, mais à droite, ce patient qui a 25 ans, qui a été opéré d'un ROS, qui est en réadaptation à domicile sur un iPhone, avec son enseignant d'activité physique adaptée, à l'époque, 2018, quand on a créé ce programme, pré-Covid, c'était pas du tout le standard of care. Là encore, c'est fortement inspiré
de la téléréhabilitation qui avait été mise en place dans l'insuffisance cardiaque. Améliorer la qualité de vie, c'est aussi essayer de trouver des interventions qui soient adaptées à nos populations. On ne peut pas mettre des jeunes dans des centres de réadaptation pendant 3 semaines avec des adultes qui ont une insuffisance cardiaque avancée ou du post-infarctus. Ils s'en vont très vite. Ils sont pas bien dans ces structures. Améliorer la qualité de vie, c'est promouvoir les essais thérapeutiques en cardiologie pédiatrique et congénitale. Vous voyez, la boucle est bouclée. J'ai commencé par ça et je termine par ça. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme essai clinique ou qu'est-ce qu'il y a eu comme essai clinique ces dernières années récemment qui ont été dans notre spécialité? Vous avez eu des médicaments pour l'HTAP, comme le Selexipag et le Macitentan. Vous avez eu des médicaments pour les anticoagulants oraux directs, Rivaroxaban et Doxaban. Vous avez des médicaments de l'insuffisance cardiaque, Riociguat, Entresto, et puis vous avez des médicaments de l'HTA, le Valsartan. Donc, c'est pas si mal que ça. On aurait peut-être pu faire mieux, mais en tout cas, il y a clairement un signal depuis 10 ans à la promotion des essais cliniques médicamenteux dans notre spécialité pour améliorer la qualité de vie. Par contre, les labos industriels n'osent toujours pas mettre la qualité de vie en critère de jugement principal. Il n'y a que nous, en académique, où on ose faire ça. Et je pense que un jour, ils vont être obligés d'y venir parce que c'est difficile d'améliorer les outcomes standards de la cardiologie chez une population qui est fort heureusement pas trop malade. Pour améliorer la qualité de vie, il faut savoir autonomiser nos patients puisqu'on a vu qu'ils ont un problème d'autonomie, nos patients. Et donc, pour les autonomiser à l'adolescence, il faut s'y prendre très tôt. Et donc, vous voyez ce petit Merlin qui a été le premier enfant à utiliser un coagule tchèque en France à l'époque où ça n'était pas remboursé. Merlin, aujourd'hui, il a 18 ans. Et là, il a 3 ans. Et le matin, il se pique tout seul avec le coagule tchèque que les parents ont acheté dans les Pays-Bas, puisqu'à l'époque, faute d'évaluation en France, il avait une autorisation de marquage CE, mais il coûtait 1 400 € non remboursés par la Sécu. Voilà, père, professeur de médecine, etc. Donc évidemment, pas de souci, on achète le bazar et on est bien éduqué. Et l'enfant de 3 ans qui se débrouille, il est piqué. Donc faire de la recherche, ça a permis à ce genre de coagule tchèque d'être remboursé dans notre pays, d'être pris en charge correctement. On a démontré avec Fanny Bajol à Necker que bien éduqués, les patients avaient une amélioration de la qualité de vie et que leur équilibre de l'INR mesuré par le time to range, le TTR de l'INR, était corrélé à leur qualité de vie. Voilà, le BNP dans l'insuffisance cardiaque est corrélé à la qualité de vie, le TTR est corrélé à la qualité de vie. Les autonomiser et promouvoir l'ambulatoire, c'est aussi de faire de l'éducation thérapeutique au moment des parcours compliqués de nos patients, comme l'adolescence et les jeunes adultes. Et c'est comme ça que certaines équipes ont créé des programmes de transition. Donc, vous avez à droite la suite Necker, qui est une structure de transition de toutes les maladies chroniques, pas uniquement les cardiopathies congénitales. Et à gauche, vous avez le programme de transition que nous avons créé dans le Sud, qui est un programme multisite qui a regroupé plusieurs hôpitaux d'Occitanie et maintenant de Bordeaux, où on a décidé de faire des sessions de groupe et individuelles d'éducation thérapeutique au moment de la transition. Et comme évidemment, on ne fait rien sans l'évaluer, on a mené un essai randomisé contrôlé. Et je vous le donne en mille, on a testé la qualité de vie. Et sur un programme de transition randomisé contrôlé, il a été accepté pour publication hier, donc je vous le dis en avant-première. Dans le Journal of Adolescent Health, c'est très compliqué de démontrer que de l'ETP améliore la qualité de vie. Ça ne l'améliore pas beaucoup. 3 points, c'est pas beaucoup. 3 sur 100, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est statistiquement significatif. Ça améliore aussi la connaissance de la maladie. Ça n'améliore pas la VO2, pour ceux qui sont intéressés sur le sujet. Ça n'améliore pas le degré d'activité physique, pour ceux qui sont intéressés sur le sujet. Et je crois de mémoire, j'ai même plus en tête mon article, et je crois que ça n'a que très peu d'impact sur l'anxiété-dépression. Mais bon, c'est un petit signal, faites de l'éducation thérapeutique, et derrière, on améliore les choses. Ah ben si, j'ai mis les résultats. Donc on a testé tout ça, et voilà tous nos critères de jugement, mais je vais un petit peu passer parce que ça va pas vous intéresser. Voilà le design de l'étude. On a donc randomisé les 13 à 25 ans dans cet essai clinique. Comme on est éthique, ceux qui étaient dans le groupe contrôle, quand même, une fois que l'essai clinique était terminé, on leur a dit venez à la transition. D'ailleurs, c'est intéressant.
Il y a eu 200 patients qui sont rentrés dans cet essai clinique, d'accord? De 13 à 25 ans avec cardiopathie congénitale. Ils signent un consentement. Ils rentrent dans un essai clinique, ils sont informés, ils ont tout ce que je vous ai dit au premier cours. À votre avis, donc il y en a 100 dans un groupe, 100 dans l'autre, d'accord? À votre avis, sur les 100 qui ont signé pour venir à ce programme, qui est magnifique, hein, au bord de la mer, avec des super infirmières, des APA, vous verriez le programme, il est génial. À votre avis, combien ne sont pas venus sur les 100 perdus de vue? 33, un tiers. C'est affligeant. C'est affligeant parce que ça veut dire que il faut qu'on fasse mieux, déjà. Ça veut dire que ça va pas. Ça veut dire que la prévention n'est pas du tout vue comme quelque chose, comme un soin. Si vous programmez une IRM, là, ils vont venir, hein. Donc, vous, votre génération, vous allez devoir absolument promouvoir la prévention parce que malheureusement, c'est actuellement l'axe majoritaire sur lequel les pouvoirs publics et les associations sont en train de miser. Donc, il va falloir, ici, plus tard, vous travaillerez dans des centres de prévention cardiovasculaire pédiatrique qui vont se créer. Ce seraient les PH là. Donc, formez-vous à ça, c'est l'avenir, pour qu'on crée des programmes qui soient peut-être mieux que ce qu'on a fait nous, pour qu'il n'y ait pas 33 personnes qui ne viennent pas sur 100 alors qu'ils sont dans un essai clinique. Parce que si c'est 33 sur 100 dans un essai clinique, dans la vraie vie, vous pouvez doubler le chiffre. Hein. OK? C'est peut-être un peu français, franco-français. Moi qui ai travaillé à l'étranger, c'est pas le cas partout. J'ai bossé en Belgique en particulier où ils sont beaucoup plus sérieux, les patients, et respectueux du système de santé. C'est peut-être un peu culturel, cette médecine gratuite à tout va, et je sais pas. Enfin, en tout cas, on a 33 personnes qui sont pas venues, et malgré tout, l'essai clinique est positif quand même. Donc, il y a eu 17 investigateurs, 3 centres de compétences, un seul programme commun. Voilà le programme de transition avec des bilans éducatifs partagés, des sessions de groupe et une visite de préparation dans transfert avec le cardiologue adulte. Il y avait une présence du congénital adulte et du cardiopédiatre systématiquement. Vous aviez des ateliers avec les infirmières sur les aspects médicaux, sur l'aspect vivre avec ma cardiopathie, l'aspect administratif, la synthèse individuelle, une forte, et ça c'est notre patte, une forte promotion de l'activité physique et de lutte contre la sédentarité chez ces patients. Le groupe avec l'infirmière, en général, les plus vieux médecins sortaient de la pièce pour laisser un assistant, pas plus vieux qu'un assistant présent, parce que les ados, jeunes adultes vont pas parler de sexe et de drogue devant moi, par exemple. Quand j'étais chef de clinique et que j'ai monté ça, ils en parlaient un peu. Maintenant, je suis basculé dans le côté des plus de 40 ans, donc c'est terminé. Donc en fait, on met les véridiques, ça on ne met pas dans le papier, dans l'article scientifique, mais on met l'assistant ou l'interne, enfin présent pour au cas où répondre à la question médicale à laquelle l'infirmière ne sait pas répondre. Mais enfin, c'est assez intéressant. Moi, j'ai découvert comme ça que un de mes patients rentrait dans la schizophrénie, qu'une autre de mes patientes était accro à la cocaïne, etc. Enfin, j'ai découvert des choses à la suite de ces ateliers qui parfois m'ont fait peur. Ils ont des conduites à risque, nos ados congénitaux, plus que la population générale. On l'a montré dans toutes nos études et les autres aussi. Ça aussi, c'est des choses que les cardiopédiatres ne savent pas obligatoirement. Donc voilà cette population d'âge moyen 19 ans qui avait 78% de cardiopathie complexe. Et sur l'analyse en intention de traiter, on a 190 patients à la fin, ce qui est bien. L'analyse en intention de traiter, ça veut dire qu'on s'en fiche des perdus de vue, on s'en fiche des mauvais élèves, on s'en fiche de ceux qui n'ont pas fait exactement ce qu'il fallait, que ce soit dans le bras A ou dans le bras B. On évalue le critère du jugement à la fin. Donc c'est le gold standard de comment on doit faire les statistiques. Donc, on a monté, je crois que c'était 3 points, 3,9 points dans l'auto-questionnaire PET-Scale, ce qui est pas mal. Dans la dimension psychosociale, 4 points. Chez les parents, c'est plus, c'est 6 points. Questionnaire de connaissances, 5 points. Aucune différence pour les données cliniques, aucune différence sur les données de l'effort, activité physique ou test d'effort et bonne acceptabilité du programme. On s'est dit, quand même, faisons de la recherche qualitative. Ne nous arrêtons pas à la recherche quantitative. Faisons des entretiens avec un psychologue formé à la recherche qualitative pour voir ce qu'il en ressort de ce programme. Parce que bon, plus 3 points ou 4 points, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Donc, on a eu Élodie Millon, qui est maître de conf en recherche qualitative et qui était partenaire de ce projet, qui a donc fait des entretiens semi-structurés avec une psychologue.
une analyse. Donc la recherche qualitative, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très intéressant la recherche qualitative. Il n'y a pas de nombre de sujets nécessaires. En fait, on s'arrête quand on arrive sans arrêt au même concept. Donc ils enregistrent l'interview, qui est quand même semi-guidée, qui est créée avec les cliniciens qui s'occupent du patient. Et une fois que les mêmes concepts ressortent plusieurs fois, ils arrivent à ce qu'on appelle la saturation et donc ils arrêtent. Et donc là, il lui a fallu 16 entretiens seulement, alors qu'on avait quand même 100 malades inclus. Il n'en a fallu que 16 pour sortir 3 concepts. Donc accrochez-vous, parce que nous, on s'est pris les concepts dans la figure, donc il faut qu'après on rebondisse et qu'on améliore notre projet. Les résultats principaux, ils ont une très faible perception de ce que c'est que cette transition, à la limite à quoi ça sert. À part nous stigmatiser dans notre maladie une énième fois, on n'en voit pas beaucoup l'intérêt. On en a marre qu'on nous stigmatise. Ça, c'est ce que les patients disent. Nous, ce qu'on veut quand on vient à ce truc, c'est finalement, on voit des gens du même âge que nous, donc on a l'impression qu'on est un peu intégré dans le groupe. Mais à l'école, au lycée, à la fac, on passe notre temps à déployer une énergie pour nous intégrer et faire disparaître le handicap, la maladie. Donc, par exemple, les mots disparaître, rendre invisible, etc., c'est ces mots-là qui sortent dans le logiciel et qui reviennent sans arrêt. Et qu'au bout de 16, ça sert à rien. Ils veulent tous la même chose, on s'arrête là. C'est ça la méthode que je caricature. Une chose positive, on a adoré votre promotion de l'activité physique. Ça, il faut le garder. Donc, on était contents. On s'est dit, bon, au moins, c'est la seule chose positive. Et on est content parce qu'en fait, nous, on sait que si on est malade, on va être limité au niveau physique. Donc, le fait que vous promouviez l'activité physique, que vous nous disiez qu'il y a toujours un sport pour nous, la présence physique de l'APA lors des sessions, c'est fondamental. Il ne parle que de l'APA, Gaël Metzer, je cite son nom parce qu'il y a toujours des gens derrière ces programmes. Et donc, et là, on s'est dit, ah ok, donc il y a quelque chose à faire. C'est comme ça qu'on a créé le programme de réadaptation. Et donc, ce programme de transition, il rend la maladie visible, tout comme le monde médical, scolaire et professionnel, ce qui peut avoir un impact négatif sur l'adhésion au programme. Et il y a une troisième, quatrième chose qu'ils ont dite et que j'ai pas notée, mais qui est fondamentale, et qu'on a écrit dans l'article qui est en reviewing, c'est que il faut qu'on fasse plus pour leurs parents. Et que ce programme devrait... C'est marrant qu'ils disent ça, et je vais vous dire pourquoi, parce qu'après, il y a le off du soignant. En fait, ils ont l'impression que c'est les parents qu'il faut soigner. Et que leurs parents, ces ados et ces jeunes adultes, passent leur temps à essayer de rassurer leurs parents sur leur angoisse de mort, quoi, grosso modo. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'ils traduisent eux. Vous devriez faire plus pour nos parents, faire plus de TP pour nos parents, etc., et les soigner. Ils disent tout ça, les ados. Et donc, pendant que les ados étaient avec les infirmières et le chef de clinique, il fallait bien occuper les parents. Donc, ça tombait toujours sur les mêmes, c'est-à-dire moi, et donc je prenais les parents avec la psychologue, etc. Et donc j'ai créé ce programme en 2017, on est en 2024, je n'ai pas eu une seule séance depuis 2017 où 1, 2, voire 3 parents ne s'est pas effondré en pleurs, mais de pleurs profonds, de pleurs d'angoisse de mort, de pleurs de je revois mon nouveau-né partir au bloc. Et où on s'est dit, mais il y a une violence qui ressort au cours de ces sessions, qui sont très joyeuses de l'autre côté, parce qu'à côté, on les entend se marrer. Ils sont en train de parler de sexe, de drogue et de rock'n'roll, et nous, on essuie les larmes des parents. Et je vous jure que c'est vrai. Et donc, c'est très intéressant parce que la recherche qualitative d'Élodie nous a dit ce qu'on faisait mal, c'est-à-dire on ne s'occupe absolument pas des parents. Alors, encore une fois, c'est une génération de parents qui ont eu des enfants il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, vous voyez bien dans les parcours que ça a un peu changé. En particulier comme des centres comme Paris, Bordeaux, Toulouse, où il y a des psychologues quasiment à temps plein dans le service qui s'occupent dès l'annonce prénatale du suivi du patient. Johanna Calderon lance une étude Neuromoms pour évaluer l'impact de l'annonce diagnostique en prénatal sur le neurodéveloppement du nouveau-né à venir. Donc, vous voyez, c'est quand même une thématique, mais voilà, pour cette génération-là, ils n'ont pas eu ça. Et encore une fois, en France, en tout cas, on est dans une société où on dit toujours aux parents, allez voir un psychologue, faites-vous suivre, etc. C'est pas remboursé par la Sécu, ils y vont pas, leur enfant a été opéré, c'est fini, circulez, rien à voir. Donc, votre rôle, ce sera aussi, votre génération, de vous occuper de ces parents, puisque ça ressort en tout cas de manière importante. Et puis, pour terminer, améliorer la qualité de vie. Encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait pas opposer les médicaments aux thérapies adjuvantes. Et on peut tout à fait faire de la recherche, y compris publier dans des grandes revues, sur des nouvelles techniques adjuvantes
Là, vous voyez ici Charlène Brady à Montpellier qui fait de l'ETO sous hypnose chez un adolescent, papier qu'on a publié dans une très grande revue de rang A de cardiologie, sur la première expérience d'ETO sous hypnose d'enfants, d'adolescents, où on a un seul échec. Un échec, ça veut dire on n'a pas réussi, il a fallu faire une AG. Et ce qui est quand même ce qui nous a surpris. Et donc, alors ça prend du temps. Il faut une technicienne à droite qui est formée à l'hypnose, c'est la technicienne de radio qui est formée à l'hypnose. Vous avez l'infirmier qui injecte le produit de contraste. Évidemment, c'est des indications particulières. On fait pas des ETO en pédiatrie tous les jours en dehors de la salle de caté, donc ça reste une petite niche. Mais en tout cas, vous pouvez tout à fait faire de la recherche avec des thérapies adjuvantes, voilà. Donc l'hypnose, ça a marché, la sophro, ça n'a pas marché. L'essai clinique est négatif, mais c'est pas grave. Et puis à la fin, on finit par des études de plus grande envergure, où on utilise toujours la qualité de vie comme critère de jugement principal, avec des projets qui sont des interventions qui sont holistiques. Et donc ici, c'est la première fois qu'on va tester les deux items majeurs qui déterminent la qualité de vie. C'est la synthèse de ce cours. On a décidé de associer l'activité physique à la maison totalement, pas à l'hôpital, par des enseignants à la prise en charge neurocognitive avec un accompagnement hebdomadaire par l'équipe de Johanna Calderon d'un patient pendant 3 mois, plus un logiciel qui s'appelle Cogmed, elle vous en parlera. Et le troisième version de la réadaptation, c'est l'éducation thérapeutique. Tout ça, c'est encore inspiré de la cardiologie adulte, le trépied de la réadaptation chez l'adulte, c'est le traitement, l'entraînement à l'effort et la prise en charge psychosociale. Donc, vous voyez, j'ai traduit ça par la même chose pour des jeunes, c'est-à-dire pas d'hôpital, on fait tout à la maison, quelque chose de ludique, ne faites pas faire du vélo pendant 1 heure en groupe avec les électrodes, ça non. Donc domicile, pas d'électrodes et des appâts à haute intensité. L'éducation thérapeutique en groupe, vous venez de faire venir à l'hôpital, eh ben on les a écoutés. Ça sera avec une infirmière en one-to-one sur une plateforme digitale. On écoute nos patients. Et puis, les troubles du neurodéveloppement sont un déterminant majeur de la qualité de vie. Donc, on va essayer de les aider là-dessus. Donc, c'est un essai randomisé contrôlé européen qui concerne les 8-25 ans, qui s'appelle CaliNeuroRehab. Et on a inclus les 2 premiers malades hier. Donc, vous voyez, c'est tout frais et on verra les résultats dans 1 an, 2 ans. Mais voilà, j'ai essayé de vous faire briller les yeux sur la recherche. J'espère que j'ai réussi. Briller les yeux sur le fait qu'on peut faire de la recherche parfois très simple et en utilisant des critères qui sont vraiment centrés sur le patient. Donc, en particulier les patient reported outcomes. Moi, je pense que c'est la recherche. C'est ça qu'il faut faire. Ce qui n'empêche pas de faire le BNP, l'NYHA et tout le reste. Et que pour améliorer la qualité de vie, il faut évaluer la qualité de vie, il faut comprendre quels sont les déterminants de la qualité de vie, et ensuite, il faut regarder nos résultats en toute transparence et créer des interventions qui soient en rapport avec les besoins de nos patients, en fait. Et c'est les 3 étapes de la recherche, et c'est aussi les 3 étapes du programme de qualité de vie que j'essaie de mettre en place. Voilà, je vous remercie, et on est 11h01, pile à l'heure. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions? Qui veut faire de la recherche après ces 2 heures en disant non, moi je signe? Tu sais, c'est we want you. Voilà, 2, c'est bien. Non, mais c'est bien, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Et puis il y a différents niveaux de recherche. Hein. On peut commencer en étant juste co-investigateur, en regardant comme ça. Et voilà. Et il y a des gens qui sont venus, qui sont pas au DU, là, qui font de la recherche et qui sont intéressés. Et donc, non, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est super. Faites des fellowships de recherche, vraiment. 1 an de fellowship de recherche égale 50 clinicas. Bon, pas pour toutes les spécialités. Hein. Si vous voulez vous former au cathétérisme cardiaque, il va quand même falloir faire du cathétérisme cardiaque. Pas de questions, c'est bon? Petite pause? Ça va? Question, vas-y. Ouais. Alors, c'est des pays qui sont voisins, quoi. C'est sur quoi les... Tu parles de l'étude, la première étude de qualité de vie là, de 2018 où il y avait peu de Français? Ouais. Non, je pense que elle est fausse cette étude.
tu as raison. Je ne suis pas rentré dans les détails parce que je voulais donner des messages. Et des fois, je suis caricatural dans mes messages. Mon message, c'était attention, quand c'est rouge, ça ne veut pas dire que les malades sont moins bien soignés. Ça peut être culturel, sociétal. C'était ça mon message. Mais par contre, quand tu rentres dans le détail de cette étude, ce que j'ai fait quand même, il y a eu une très... Alors, quand vous avez de la recherche, il y a un défaut que font beaucoup de chercheurs, c'est ce qu'on appelle le cherry picking. Je vais choisir des cerises que je cueille au hasard dans l'arbre. Ça, c'est le cherry picking en rapport aux patients. Si tu mets 50 malades pris au hasard comme ça à ta consulte ou parce que c'est toi dans une étude, tu vas avoir un biais de sélection majeur. C'est ce qu'ils ont fait dans cette étude. Tous les malades de cette étude à 100% viennent de Lyon. Je n'ai rien contre Lyon. Mais, et la sélection des malades, ça n'est pas comme il aurait fallu faire. C'est-à-dire, si tu veux faire une étude transversale, la photo instantanée de tes patients, qualité de vie, et qui soit le plus le reflet de la population française, et que tu veux faire du monocentrique, ce qui est dangereux, mais tu peux le faire, il faut que tu prennes un fichier et que de ce fichier-là, tu proposes l'étude à l'intégralité du fichier, que tu fournisses les non-répondeurs. Dans les études sur questionnaire, c'est comme les sondages IFOP, hein. Non répondus que ceux qui ont répondu. Et donc, si le profil des non-répondeurs est très différent du profil de tes répondeurs, poubelle. Donc, quand tu creuses, dans cette étude, la méthode est catastrophique. C'est-à-dire, si tu arrives avec des pays comme l'Australie, où ils ont fait un clic sur une base de données avec leur attaché de recherche, et qui publient sur 500 malades, nous avons eu 250 qu'on dit oui, 250 qu'on dit non, mais ceux qu'on dit non ont exactement les mêmes profils de sévérité que ceux qu'on dit oui, déjà, tu t'es rassuré. Les malades lyonnais sont des malades très graves, hospitaliers, recrutés par l'APUPH qui soignait les malades les plus graves. Ah, le truc, voilà. Donc, elle est fausse. Et d'ailleurs, depuis, Mouns a dit, les Français, on ne va pas me refaire le coup une deuxième fois. Et donc, il a contacté d'autres équipes et surtout, il a fait du multicentrique sur la dernière, où il y a vraiment 3 villes, Paris, Montpellier, Bordeaux, et où on a fait ça. On a regardé sur nos fichiers et on a les répondeurs et les non-répondeurs. Ça, c'est le gros problème des questionnaires, en fait. Et donc, ça s'appelle le cherry picking. Il ne faut jamais faire de la recherche comme ça. Et si vous faites une analyse d'un article scientifique, s'il n'y a pas le flowchart au début, j'ai inclus 50 malades, ils ont fait de la VO2, je contrôle avec les contrôles. Ça, c'est nul. Ces 50 malades, d'où? Il faut avoir les noms inclus et savoir qui ils sont. Toujours. Et il y a très peu de papiers qui fournissent cette donnée. Si elle ne fournit pas la donnée, le papier est de mauvaise qualité. Voilà, mais tu as raison. Moi, en tout cas, quand j'ai vu ces chiffres, ça ne correspondait pas du tout aux malades dont je m'occupais, clairement pas du tout. Voilà. Ouais. Quand on trouve 2 phases différentes dans une étude, ouais. est-ce que c'est les mêmes patients qui participent aux 2 phases? Ouais, tu peux, mais pas en même temps, évidemment, l'une après l'autre. Et évidemment, en ayant vu avec les pharmacologues s'il y a besoin de faire une phase de wash-out ou pas. Et deuxièmement, évidemment, le déclarant au comité d'éthique, que ce soit tout clair. Hein. Voilà. Et donc après, c'est très fréquent en pédiatrie. Hein. Moi, j'ai beaucoup participé à des études comme ça. Très rarement déconnectées. Soit 2-3, soit 1-2, ce qui complexifie tout. Hein. Parce qu'il faut expliquer ça. Déjà, toi, il faut que tu le comprennes, la phase. Et ensuite, il faut que tu l'expliques de manière simple aux parents. Après, il y a des phases où, par exemple, c'est facultatif. La famille peut participer que à la partie 1, mais pas à la partie 2. Lauriane, tu avais des choses, par exemple, à compléter. Lauriane, elle est postdoc dans le service, elle est pharmacienne. Et donc, elle travaille au CIC, et donc, elle est plus compétente que moi en pharmacie. Est-ce que tu as des choses que tu veux leur dire, que, je sais pas, que j'ai oubliées, sur des choses très pédiatriques qui te semblent... Non? Ça va, j'ai rien zappé? Bon, super.